Bonjour, 15e et dernière semaine consacrée au débat. Il va s'en suivre une interruption d'audience de 3 semaines afin de nous permettre de finaliser nos plaidoiries. Mais revenons à cette semaine. Je vous l'avoue, j'ai fait une découverte bien surprenante. Vous vous souvenez que M. Seta, le numéro 2 des laboratoires Servier, promis à un futur lui autorisant de rêver au trône, a eu une fin de carrière quelque peu différente. Il aurait été licencié comme un malpropre, trahi par son père spirituel, le tout-puissant Jacques Servier lui-même. À l'époque, j'avais considéré que M. Seta, finalement, était lui aussi victime du Mediator. Souhaitant probablement faire évoluer l'attitude de M. Servier quant au drame du Mediator et peut-être en s'étant imaginé un peu trop vite calife à la place du calife, il fut violemment écarté par le groupe Servier. Oui, on peut dire que M. Seta est une victime de Mediator. Jamais il n'atteindra son rêve d'être président du 2e groupe pharmaceutique français. Pauvre destin. En revanche, c'est bien la seule victime du Mediator pour lequel je n'ai jamais eu à aucun moment une quelconque forme de compassion. Et ce n'est pas aujourd'hui que mon jugement va évoluer, bien au contraire. Suite à un travail de l'avocat général, nous avons pu obtenir les déclarations de revenus de M. Seta. Et j'ai donc appris que ce soi-disant victime du Mediator est finalement la victime aujourd'hui la mieux indemnisée. Oui, vous m'avez bien entendu. Cet homme, il va percevoir lors de son licenciement en 2014 ses indemnités légales. Et puis il va y avoir une négociation et donc une indemnité complémentaire qui sera négociée. Soit un total d'une somme d'environ 5 500 000 €. Belle indemnisation pour un homme qui ne risquera sûrement pas de déclencher une quelconque pathologie liée au Mediator. Ah, il va nous affirmer, bien sûr, que ce n'est pas le prix de son silence. Chacun appréciera. Cet homme qui tente par tout moyen de nous convaincre qu'il n'est pas le numéro 2, mais l'un des 6 numéros 2 de Servier. Il avait tout de même la rémunération la plus élevée, à l'exception bien sûr de celle de M. Jacques Servier. Et encore, cette rémunération n'était que de 20% moins élevée que celle du grand chef. Nous étions aux alentours de 100 000 € net par mois. Et évidemment, bien supérieure à toutes les autres rémunérations des soi-disant numéro 2. Cet homme qui va déclarer à la barre être à l'origine du succès du groupe Servier, ce qui est probablement vrai, en expliquant qu'il avait développé le marché international et qu'ainsi, nous étions passés d'un chiffre d'affaires qui s'évoquait en millions à un chiffre d'affaires qui se chiffre en milliards. Cet homme qui va reconnaître aussi avoir pas moins de 17 000 salariés sous sa responsabilité. Cet homme pour qui Jacques Servier a créé et lui a confié le poste de président opérationnel, poste toujours vacant depuis son départ forcé. Et c'est ce même homme qui aujourd'hui voudrait nous faire croire
qu'il était le larbin de son patron Jacques Servier. Je vous demande, Monsieur Seta, pour toutes nos victimes, de faire preuve d'un peu de courage, d'un peu de dignité, afin d'assumer pleinement votre statut de second et donc de décideur dans ce groupe Servier. Vous auriez dû intervenir, prévenir, au lieu de vous satisfaire de votre brillante réussite. J'attends de la Cour la confirmation de votre condamnation. L'un des autres prétendus numéro 2, M. Bazinté, est lui aussi venu s'expliquer sur le mode de fonctionnement du groupe Servier en sa qualité de secrétaire général. Il avait été condamné personnellement et définitivement lors du premier procès à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Il confirmera que M. Seta était bien présenté par Jacques Servier comme son successeur devant les salariés du groupe. Nous avons eu ensuite le privilège d'entendre l'actuel président du groupe Servier. Là encore, nous avons eu droit à cette petite musique interprétée par tout ce groupe Servier depuis maintenant 15 semaines. J'ai été profondément marqué par ce drame. Je présente mes plus sincères excuses. Nous avons tout mis en œuvre pour indemniser les victimes et ce dans les meilleurs délais. J'avoue ne plus supporter ce refrain et j'imagine ô combien il doit vous être difficile de supporter ces propos. Il est vrai que le laboratoire Servier a manifesté rapidement la volonté d'indemniser. Mais ils n'ont jamais cessé de tout mettre en œuvre pour régler les indemnités les moins importantes et surtout vous contraindre d'accepter à l'amiable une indemnisation insuffisante. Cette image de bons payeurs, soucieux de leurs victimes, m'insupporte. Le combat, il est permanent, et ce depuis 13 ans, contre l'armée de Servier. Bien sûr que nous allons le plaider d'ici 4 semaines et exposer à la Cour votre parcours du combattant, toujours pas fini pour un beaucoup trop grand nombre d'entre vous. Ça suffit les belles paroles. Il faut passer aux actes et nous sommes en droit de l'exiger. Mais comment prétendre vouloir vous indemniser au mieux et au plus vite alors même qu'ils ont fait appel sur les intérêts civils et qu'ils remettent en cause les sommes qui vous ont été allouées par les premiers magistrats? Je suis certain que la Cour saura voir très clair dans ce spectacle ridicule que nous proposent les laboratoires Servier. Nous avons aussi évoqué à nouveau le scandale de l'isoméride avec l'assureur de l'époque, AXA, et plus particulièrement des victimes canadiennes et américaines des coupes-fins de Servier. Je vous rappelle que M. Servier avait décidé de développer le marché américain et du Canada également avec l'isoméride à une époque où il n'y avait déjà aucun doute sur sa toxicité. Les laboratoires Servier ont vendu leur poison à la société américaine White qui va le commercialiser sous le nom de Redux. Immense succès commercial en 1996. Immense scandale sanitaire en 1997. Des dizaines de milliers de victimes vont être indemnisées de leur pathologie suite à la prise de ce coupe-fin de Servier. 22 milliards d'indemnisation sera versée aux victimes américaines. Et pas un euro des laboratoires Servier. C'est la société américaine qui devra faire face à cette catastrophe économique et qui sera d'ailleurs sérieusement fragilisée, et ça peut se comprendre, et finalement se verra rachetée ultérieurement par les laboratoires Pfizer. Je ne peux pas m'empêcher d'être étonné. Comment le groupe Servier a réussi à passer à travers les mailles du filet de la justice américaine? Et puis,
Je pense à cet effet papillon. Vous imaginez si les laboratoires Servier avaient dû rembourser la société américaine? Des milliards. Ils n'auraient pas survécu. Et le Mediator non plus. Finalement, Servier aura vendu et obtenu des bénéfices certains sur l'isoméride sans pour autant souffrir financièrement du très grand nombre de victimes. Au Canada, des dizaines de victimes également de l'isoméride commercialisée par une filiale des laboratoires Servier ont obtenu une indemnisation de plus de 30 millions d'euros. Mais tout cela a été pris en charge par son assureur, en ce compris les frais d'avocat. Il faut savoir que pour le contentieux américain et canadien, la dépense des frais d'avocat était supérieure à 60 millions d'euros. Mais rien à la charge des laboratoires Servier. En revanche, AXA en a tiré toutes les conséquences. Dès 1997, une clause va exclure tous les produits anorexigènes. Le coup près est passé tout près. Mais cet avertissement retentissant n'a eu aucun effet sur les laboratoires Servier et leur politique de vente, plus particulièrement du Mediator. Ils vont en toute connaissance de cause poursuivre sa commercialisation alors même qu'ils ne sont plus assurés en cas de sinistre. Mais pourquoi s'inquiéter? Et puis s'inquiéter pour qui? Les victimes? À mon avis, à cette époque-là, c'était le dernier des soucis de M. Servier. Le risque financier? Je pense que leur confiance et leur impunité les a totalement aveuglés pour percevoir un quelconque risque financier et pourtant qui va s'avérer de plusieurs centaines de millions. Aujourd'hui, AXA n'a pas versé 1 euro au laboratoire Servier. Et à mon sens, ce n'est que justice. L'audience mercredi, dernier jour des débats, s'est terminée sur la problématique d'une éventuelle prescription à agir que défend Servier depuis plus de 13 ans. Ils ont déjà été à 6 fois déboutés, mais comme à leur habitude, ils insistent. Mon associé, Anne-Laure Tiphaine, a plaidé ce délicat sujet technique avec brio, en rappelant à la Cour qu'il ne peut pas être soutenu une quelconque prescription dès lors que l'ensemble des victimes ignoraient tout de l'infraction jusqu'en 2010. Les laboratoires ont bien au contraire considéré que la description de cette molécule était accessible à tout le monde. Alors, en bref, et pour vous résumer leur argumentation, il faudrait, lorsqu'un médecin nous prescrit un médicament, que celui-ci est délivré par un pharmacien et qu'il est fabriqué par un laboratoire pharmaceutique, eh bien, il faudrait que nous vérifions aux archives nationales si nous n'avons pas été trompés sur la présentation du médicament. Parfois, la mauvaise foi devrait étouffer leur auteur. Bien sûr, le tribunal avait écarté cette demande de prescription et la Cour, j'en suis certain, en fera de même. Nous voilà bientôt au temps des plaidoiries. Elles vont se dérouler du 15 mai au 8 juin. Nous allons plaider, Lucie, Anne-Laure et moi, dans l'après-midi du mercredi 24 mai. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous seront présents et je vous en remercie vivement. Mais nous vous remercions aussi tous ceux qui vont nous soutenir à distance. Bien sûr, je vous le redis et j'insiste, vos commentaires hebdomadaires nous apportent une véritable énergie très appréciable en cette période. Nous sommes immensément fiers de vous défendre. La semaine prochaine, même en l'absence d'audience, je vous ferai tout de même un petit commentaire sur les œuvres littéraires de M. Jacques Servier. Vous verrez, c'est très instructif.
À bientôt.